Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal à la une des actualités. Douleur et consternation à Lambaye, secteur mosquée. Un immeuble de 4 étages s'est effondré ce dimanche dans la commune de Ratouma. Ce drame a coûté la vie à 2 personnes et fait plusieurs blessés. Les causes seraient dues au non-respect des normes de construction. Kabakonde pour en savoir un peu plus. Très tôt ce dimanche, aux environs de 3 heures du matin, un immeuble de 4 étages s'est écoulé ici à Lambaye, secteur mosquée, dans la commune de Ratouma. Je venais du bureau aux environs de 2h20, j'ai quitté le bureau. Mais les environs de 2h40, juste au niveau de ce poteau, quand je suis arrivé, j'ai trouvé juste qu'il y a un bruit qui s'est ressenti. J'ai garé, je pensais à un tremblement de terre. Ensuite, je suis descendu de ma voiture. Comme je pensais que c'est un tremblement de terre, je suis descendu de ma voiture dans le but de savoir qu'est-ce qui provient de ce bruit. J'ai trouvé qu'il y a un étage qui s'effondrait. J'étais dans ma chambre. Soudain, j'entends un grand bruit. C'était l'écroulement de l'immeuble. Et nous sommes sortis pour sauver les gens. Le bilan provisoire fait état de 2 morts, 8 blessés, dont 2 graves. Selon la liste que je possède, qui a été fournie par la gendarmerie, il y a 8 blessés et un cas de décès. Donc il s'agit bien d'une dame. Et les noms des victimes sont les suivants. Il y a une certaine Madame Silla qui est en état de famille et ses 2 enfants. Mabit Bangoura qui est âgé de 10 ans. Raj Bourana Silla, un marchand. Fatoumata Konté, âgé de 8 ans. Khaled Kamara, âgé de 35 ans. Aboulaye Ba, qui est un blessé grave. Et Amaras Konté, un autre blessé léger. Amaras Silla, qui est également blessé grave. Tous sont sortis de ces décombres. Et pour le moment, c'est ce bilan qu'on a reçu. Mais il semblerait qu'il y a encore d'autres personnes au niveau des décombres. Nous attendons que les services de secours arrivent pour pouvoir dégager les décombres et sortir peut-être quelques gens qui seraient restés dans le décombre. Parce que les chiffres donnés ne sont pas exacts pour le moment. Aux dernières nouvelles, quand nous quittions les lieux, le propriétaire de cet immeuble construit au mépris de toutes les normes est en fuite. Il est activement recherché par la gendarmerie nationale. Aussitôt informé, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire et celui de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, accompagné du gouverneur de la ville de Conakry, se sont rendus sur les lieux du drame. De nouvelles mesures sont envisagées pour parer à de telles tragédies. Moussa Bangora. Selon les témoignages, le non-respect des normes de construction serait à la base de ce drame. Allez-y voir, c'est les fers 12 ou fers 10 qui ont été utilisés par rapport aux poteaux qui ont été faits. Et encore mieux, l'étage a été bâti sur le mur d'une cour. Mur de clôture. Oui, mur de clôture. C'était combien de niveaux à peu près? Disons 4 niveaux. Face à cet incident, une mission gouvernementale s'est rendue sur les lieux pour constater les faits, mais aussi prendre des dispositions pour éviter ce genre de drame. Désormais, nous allons prendre attache avec l'ordre des architectes, l'ordre des géomètres. Nous allons faire en sorte que quiconque construit maintenant, indépendamment du fait que nous devons nous-mêmes donner les permis de construire, il faut d'abord qu'ils passent par l'ordre des architectes et l'ordre des ingénieurs pour pouvoir faire quoi que ce soit avant d'arriver chez nous. Nous allons introduire cela dans le système. Parce que si les gens cela apprécient à juste titre, peut-être qu'on ne peut pas arriver à des cas désastreux comme ceux que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La nation a encore perdu. Qu'est-ce qu'on fera au moment où nous sommes frappés par Ebola? Et je profite pour interpeller tous ceux qui sont en train de construire, les 5 maires de Conakry, les chefs de quartier, d'arrêter toute construction anarchique ou toute construction incontrôlée jusqu'après l'avis de monsieur le ministre. La délégation a présenté ses condoléances aux familles éplorées tout en leur réaffirmant que des enquêtes seront ouvertes pour faire la lumière sur ce dossier. Mesdames et messieurs, nous recevons dans ce journal le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, M. Lucene Nabé. Avec lui, nous allons parler des 4 milliards de francs CFA. Bonsoir, monsieur le gouverneur. Bonsoir, madame. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation.
Et c'est la rumeur du week-end, l'affaire des 4 milliards de francs CFA rapportée par la presse sénégalaise est largement commentée en Guinée. Qu'en est-il exactement? Merci madame, merci de m'avoir invité et merci de l'opportunité que vous faites pour parler de cette question et je pense pour démonter définitivement ce grossier mensonge. De quoi s'agit-il madame? Il s'agit d'une opération courante de la Banque centrale, que la Banque centrale a toujours effectuée depuis des années. Je peux vous dire que personnellement, quand je m'occupais des opérations de caisse, j'ai assisté à des conditionnements de valeur à destination de nos correspondants, que ce soit la Banque de France, que ce soit le Crédit Suisse Zurich. Maintenant, c'est avec la Citibank que nous avons de tels accords, parce que c'est un de nos correspondants. Mais le transport des fonds est assuré aujourd'hui par un spécialiste en la matière de renommée internationale, c'est MSS, Managed Security Service, qui est une filiale du groupe international Brinks, avec lequel nous avons signé un accord au terme duquel nos fonds sont transportés jusque chez notre correspondant City New York. Maintenant, la manière dont ça se passe effectivement, le transporteur qui fait le transport a été choisi par notre prestataire et pour parler du cas que vous évoquez, c'est tout simplement parce que ce prestataire a choisi de faire le transport par Emirates et Emirates a suspendu ses vols sur Conakry et c'est pour cela que le prestataire a affrété un avion, un petit avion pour venir chercher les fonds à Conakry afin de les transborder à Dakar. Donc c'est pendant ce transbordement que la douane sénégalaise qui a été quand même informée d'avance par notre prestataire a voulu faire des investigations et apporter l'affaire aux autorités. Quand j'ai été informé moi-même, j'ai appelé le ministre délégué au budget du Sénégal et le ministre des Finances le dimanche et dès que je les ai appelés, ils ont réglé leur affaire, ils sont revenus à moi pour dire que l'incident est clos avec les regrets qu'ils ont présentés sur cette situation. Donc c'est une opération courante, c'est une opération que nous avons toujours effectuée, c'est une opération que nous continuerons à effectuer. Pas nous seuls d'ailleurs, toutes les banques centrales le font. Oui, est-ce que dans les autres pays ça se passe de la même façon? Absolument, ça se passe de la même manière. Quand vous avez des billets de banques étrangers qui viennent ou par des exportations, des ventes de diamants ou d'or chez nous, ou par le tourisme, l'argent que les touristes dépensent dans un pays, quand vous avez ces billets de banque étrangers, il n'y a pas autre manière de les envoyer que par ce type de transport. Il n'y a pas d'autre manière. Certains me parlent de virements. Les virements se font sur la base de dépôts physiques qui existent au départ dans les comptes. Donc les billets de banque étrangers, je regrette, ne peuvent être transportés que de cette manière-là. Okay. Qu'est-ce que vous envisagez de faire maintenant? Écoutez, nous avons déjà publié un communiqué signé Banque Centrale qui a été publié sur la presse en ligne à Guinée et que le site Sénéweb a déjà repris, le site qui a repris l'article du quotidien. Il a publié notre communiqué donnant la trame de l'affaire. Maintenant, nous avons demandé à notre prestataire, notre prestataire MSS a demandé au quotidien en question d'accepter de publier un droit de réponse dans les 12 heures. Au cas contraire, le prestataire se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires. Et d'ailleurs, quand je dis droit de réponse, nous exigeons qu'il y ait le droit de réponse, mais qu'il y ait à côté des excuses du journal vis-à-vis du président de la République. Parce que ce que je dois préciser, le président de la République, ni aucune autre autorité politique ou administrative du pays n'ont absolument rien à voir avec cette opération. C'est une opération banque centrale et par-dessus le marché, c'est une opération courante et habituelle. D'accord. Merci, monsieur le gouverneur de la Banque centrale, pour ces éclaircissements, pour ces précisions. Et vous restez avec nous pour parler encore des audits de la Banque centrale. L'affaire de 2 milliards que l'État revendique au groupe Amana retentit de plus belle. L'inspecteur général d'État apporte des explications suite à la conférence de presse animée par le PDG de cette société. Massoud Omar Chama est au micro de Aboubakar Kamara. En réalité, il a été auditionné autour du montant qui a été porté à son encontre. Il a reconnu le montant et n'a pas voulu procéder au remboursement. Alors c'est à ce niveau que nous, la commission que nous avons constituée ici, nous avons estimé que ce n'est pas possible que quelqu'un doive depuis 2007 à l'État et qu'il nous dise qu'il n'est pas dans les dispositions
pour payer. Et puisque la loi nous confère des prérogatives nous permettant de procéder au recouvrement, donc ce sont ces prérogatives que nous avons utilisées. Voilà, donc une première fois, le monsieur, sur près de 2 milliards, avec toutes nos pressions, n'a payé que 106 millions de francs guinéens. Donc, après quelques jours, la pression aidant également, il a remboursé 40 millions, ce qui fait 140 millions sur toute la somme dont je vous ai parlé et qui avoisine les 2 milliards. Il a fourni certains documents que nous sommes en train également d'analyser, parce qu'il a prétendu que l'État lui doit. Les documents même qu'il a envoyés ne sont pas corrects, ne sont pas du tout corrects, et donc nous avons dit qu'il ne relève pas de nos prérogatives de procéder à des compensations. Ok? Donc nous en sommes à ce niveau par rapport à ce monsieur. Il y a un deuxième opérateur, monsieur Elhaj Alsine Bari, qui était aussi, qui s'est présenté une fois chez nous. Il a déposé la documentation dont il disposait, mais nous n'avons pas encore travaillé avec le monsieur. On est en train de raconter aujourd'hui que l'inspection a été complaisante, etc., alors que nous n'avons même pas travaillé encore avec ce monsieur. Pour une raison bien simple. Ce monsieur, contrairement à monsieur Corona, avait fait des versements après l'arrêt des chiffres portés à l'encontre des différents commerçants. C'est-à-dire, lui, il a fait d'autres versements, plus d'une dizaine de versements depuis 2007-2008. M. Corona en a fait 2, donc c'était facile à vérifier. Il y a un troisième qui n'a pas été authentifié encore. Nous attendons que les dossiers du comité d'audit nous soient transférés. Et sur cela, je veux bien préciser que même M. le Président de la République est en train de s'impliquer pour que ce transfert se fasse rapidement. C'est ce qui nous permettra d'avancer. Le ministère de l'économie et des finances et celui délégué au budget disposent désormais d'un chemin directeur informatique. Ce chemin est l'œuvre d'une étude menée par un cabinet français sur financement de la Banque africaine de développement. Alassane Diego Bari, reportage. En se dotant d'un schéma directeur informatique, les 2 départements bénéficiaires s'engagent ainsi, avec l'appui de ses partenaires, à s'embarquer dans le véhicule des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un passage obligé pour ces 2 structures chargées de la gestion de l'économie nationale ainsi que des régies de recettes de l'administration financière en vue de moderniser les pratiques. Mais qu'est-ce que c'est qu'un schéma directeur informatique? Un schéma directeur, c'est de faire un plan. Et ce plan, il va être utilisé par tous les intervenants, tous les techniciens qui construisent la maison pour que le menuisier fasse un travail qui sera utilisé par l'électricien, pour que le maçon fasse un travail qui sera utilisé par le charpentier, etc. Donc, le schéma directeur, c'est le plan de la maison qui va permettre donc, on va s'appuyer sur ce plan pour construire le futur système de gestion des finances publiques. L'adoption de ce plan s'est déroulée suite à des travaux impliquant les cadres techniques du secteur économique et financier des 2 ministères, le tout sous la coordination du projet PACGEF. J'avoue que les travaux ont été très bien menés parce que nous avons reçu de la part des participants des observations très fondées, à la fois sur la forme, mais aussi sur le fond du document qui a été produit, ce qui nous amène donc à revoir le document qui a été produit, conformément aux recommandations qui sont issues aujourd'hui des travaux de la journée. Mais encore une fois, j'insiste qu'il y a eu vraiment un travail de qualité, une contribution de qualité de la part de l'ensemble des acteurs ici présents. Avec l'adoption de ce schéma directeur informatique, il ne reste donc plus qu'à dérouler le programme de mise en œuvre de ce projet, ce conformément à un chronogramme qu'il convient bien de respecter. Face aux rumeurs relatives à la fermeture du port autonome de Conakry, le ministre des Transports apporte un démenti. Par ailleurs, Salou Diallo rassure les usagers du secteur maritime et portuaire que les ports de Conakry et Kamsar restent ouverts au trafic. C'est une déclaration commentée par Fodé Camara.
Ce samedi soir, du port minier au site des travaux d'extension du terminal à conteneurs, tous les postes à quai de la plateforme portuaire sont animés. Suite aux rumeurs persistantes relatives à la fermeture du port de Conakry, le ministère des Transports de la République de Guinée dément formellement et catégoriquement ces allégations sans fondement. Pour rassurer les compagnies maritimes et les armateurs, tout le périmètre portuaire est quadrillé. Pour l'accès au port et aux navires, des dispositions ont été prises contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. L'aménagement et l'équipement d'un local d'isolement, l'utilisation de thermoflash pour déceler toute température corporelle suspecte, mais aussi un dispositif pour désinfecter les mains, sans oublier d'autres mesures. Mesures pratiques prises au niveau des différents ports. Placement en observation de toute personne dont la température corporelle est égale ou supérieure à 38 degrés Celsius. Évacuation immédiate de tout cas suspect par ambulance médicalisée vers les centres de traitement spécialisés. Deuxièmement, pour l'accès aux navires, à bord des navires. Limitation du nombre d'agents de la commission d'arraisonnement à 4. Désinfection systématique des mains à l'eau chlorée ou javellisée. Obligation faite à ce personnel d'arraisonnement de remplir un formulaire de santé avant d'accéder au navire. Le ministère des Transports de la République de Guinée tient à rassurer les usagers du secteur maritime et portuaire que les ports de Conakry et Kamsar restent ouverts au trafic maritime. Ce dispositif est accompagné aussi par des mesures administratives, notamment la diffusion d'une lettre d'information sur l'apparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola en République de Guinée, une lettre adressée aux compagnies maritimes et aux armateurs, mais aussi la publication d'une note de service informant sur les mesures spécifiques prises au port de Conakry et de Kamsar. Et puis, à l'occasion de la journée internationale de l'aide humanitaire, l'ONG Médecins d'Afrique a lancé son projet de village assaini à Kendoumaya, un district d'Okoya. Les acteurs de la santé ont été sensibilisés ont sensibilisé les populations de cette localité sur les différentes méthodes de prévention contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ça a Maratono. Nous sommes au pied du mont Kakulima dans le district de Kendoumaya, une localité située à 7 km de la ville de Koya. Le village est choisi par l'ONG Médecins d'Afrique pour lancer sa campagne de village assaini. L'opération consiste à sensibiliser la population sur les méthodes de prévention contre la fièvre hémorragique à virus Ebola et à assainir les lieux publics du village. Nous avons découvert aussi qu'il y a un nouveau cas de Ebola à Dubrika. Et Dubrika n'est pas tellement loin de Koya. Donc pour les questions de prévention, donc nous ne voulons pas aussi à ce que la population de Koya aussi soit affectée. Donc raison pour laquelle nous venons sur le terrain et essayer de mettre des mesures préventives afin de mener la riposte totale contre Ebola. Des savons, du chlore et autres matériels de nettoyage sont offerts à la population par cette ONG. Le geste retient l'attention des citoyens. On nous a expliqué les différentes méthodes de prévention contre Ebola. Nous sommes très contents et nous remercions cette ONG. L'ONG Médecins d'Afrique entend contribuer à l'effort collectif de riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola à travers ses actions axées sur la prévention. Assainissement, des ONG prêtent main forte au gouvernorat de la ville de Conakry. À Kaloum, l'ONG Les Filets Sociaux Productifs s'active pour débarrasser les quartiers de la cité administrative des tas d'ordures. Sa singularité, c'est qu'elle emploie les producteurs de ces ordures. Mamadou Saliouba. Ils ont tous adhéré au projet Filets Sociaux Productifs. Après une semaine d'assainissement, ces acteurs sociaux viennent percevoir leur salaire. On travaille 5 jours, le samedi on vient, ils nous payent. Ils ont apporté des satisfactions, parce que d'avoir 35 000 francs le jour, du lundi au vendredi, et si on multiplie ça par 5, ça pourrait faire l'affaire.
Grâce au projet Filets socio-productifs, plusieurs quartiers de la commune de Kaloum se sont débarrassés d'états d'ordures. Nous sommes contents de ce projet et nous voulons que ça continue. Aujourd'hui, nous ne vivons plus avec les ordures. L'autre mission du projet, venir au secours des personnes à faible revenu. Bintou Silla se réjouit d'avoir adhéré au projet. Aujourd'hui, elle espère améliorer son petit commerce grâce aux revenus qu'elle tire de l'ONG. Moi, je travaille filets sociaux. Je gagne un peu d'argent. L'argent là, c'est pour moi. Je veux que mon boutique est plein de marchandises. Filets socio-productifs a déjà assaini les quartiers de Bantunka et Taouya dans la commune de Ratoma. L'ONG compte élargir ses activités dans d'autres quartiers de Conakry pour contribuer à l'amélioration du cadre de vie des citoyens de la capitale. La formation à distance inspire de plus en plus d'intérêt chez les apprenants et même des cadres qui suscitent à renforcer leurs capacités. Les motivations à s'inscrire à ces cours à distance sont personnalisées et variées, du genre à avoir un emploi, rendre meilleure sa situation professionnelle ou développer sa propre personnalité. Mikini Moussa Kamara, Fatoumata Koroma. La formation à distance attire de nos jours beaucoup de personnes. Les apprenants voient par là un moyen de renforcer leurs capacités. L'importance de la formation à distance, c'est d'abord pour avoir un certificat international. Parce que le certificat que nous avons ici, ce n'est pas international. Ça nous permet juste de comprendre le cours en ligne, de pouvoir comprendre parce que le cours se fait en anglais. Le centre e-learning de Conakry est un centre de formation affilié à l'université Gamal Abdel Nasser, où les cours d'anglais sont reçus à partir de l'Inde. L'étudiant est capable de voir directement ici son professeur qui est en train de donner les cours dans une classe en Inde là-bas. Donc il prend le cours comme si lui-même il était allé en Inde. Donc il suit directement son professeur. Il a la possibilité de lui poser des questions via le micro que nous avons ici. Il a la possibilité d'échanger avec son professeur via les machines que nous avons ici. Il a la possibilité également d'échanger avec ses collègues, ses promotionnaires dans d'autres pays africains. Donc il peut échanger directement avec ses amis, il peut échanger avec son professeur, ainsi de suite. Nous avons une bibliothèque virtuelle qui est dans le réseau. Cette bibliothèque, l'étudiant peut consulter n'importe quel document dans la bibliothèque. En même temps, l'étudiant est capable de télécharger son cours en PDF, c'est-à-dire le support de cours en PDF. Il est capable aussi de télécharger le cours en live qui s'est passé. Donc le serveur enregistre le cours pour l'étudiant et même si l'étudiant revenait plus tard pour demander le même cours, on peut télécharger le données en vidéo tout comme en PDF. La formation à distance permet aux apprenants d'acquérir, fournir un appui dans leur domaine d'intervention. C'est une formation efficace qui ne perturbe ni les occupations ni les habitudes de l'apprenant. Au panorama culturel finit la formation des cadres et gestionnaires du patrimoine culturel guinéen. 5 jours d'échange sur le contenu des conventions ratifiées par la Guinée ont permis aux participants de se former sur la gestion et la promotion de la culture guinéenne. Francis Collier nous signe ce reportage. Cette note musicale du Sosobala est un signe de l'engagement de ces cadres à s'investir plus pour la sauvegarde du patrimoine culturel guinéen. Après 5 jours d'échanges sur le contenu des conventions ratifiées par la Guinée, ces cadres venus de Conakry et de l'intérieur du pays se montrent déterminés à faire la promotion de la culture guinéenne dans toute sa diversité. L'atelier, c'est pour aider les acteurs culturels que nous sommes, surtout ceux qui sont sur le terrain, à acquérir des connaissances qui sont des outils qui vont nous permettre d'améliorer nos conditions de travail, de connaître plus le patrimoine pour lequel nous nous investissons et mieux aider les uns et les autres à identifier le patrimoine, donc le connaître,
ensuite penser à sa promotion et à sa vulgarisation. C'est un acquis pour moi pour pouvoir exercer ma fonction. Parce que l'une des missions de notre centre, c'est de valoriser le patrimoine par la recherche. Or, cette recherche ne peut pas se faire si nous ne connaissons pas réellement les différentes politiques de ce patrimoine. Selon les articles 12 et 13 de la Convention de l'UNESCO 2003, chaque État partie doit dresser l'inventaire du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire avec une mise à jour régulière et adopter une politique générale visant à mettre en valeur la fonction du patrimoine culturel immatériel dans sa société. Pour les responsables, cette formation des gestionnaires du patrimoine culturel est un pas en avant. 5 jours durant de dur labeur, nos spécialistes guinéens ont réellement donné le maximum d'eux-mêmes. Ils ont donc outillé les acteurs de terrain pour que tous les partenaires concernés dans les domaines de compétence de l'UNESCO par rapport à ces thèmes et conventions ratifiées ont été globalement satisfaits, ce qui traduit réellement notre volonté et traduire notre disponibilité à avoir d'autres requêtes pour davantage démultiplier de telles actions sur le terrain qui pourront réellement nous sauver le patrimoine culturel, le patrimoine immatériel et matériel en danger. Les participants de cet atelier ont évoqué la question de réactualisation de la politique nationale du patrimoine culturel, ce qui leur permettra d'orienter toutes les actions de sensibilisation et de promotion de la culture guinéenne. À la même page, la ministre de l'Action sociale a rencontré les Amazones de Guinée, premier groupe orchestral féminin en Afrique. Objectif, créer un partenariat pour davantage valoriser et promouvoir cet orchestre féminin. François Mara nous fait le point. La ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance reçoit les Amazones de Guinée, premier orchestre féminin en Afrique. Au centre de la rencontre, il y a un partenariat entre ces braves femmes et le département de la promotion féminine. Au cours de l'entretien, la ministre de l'Action sociale a promis de continuer à œuvrer pour le bien-être de la femme guinéenne. Les représentants des Amazones de Guinée ont à tour de rôle salué cette rencontre d'espoir. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est son engagement, non seulement à soutenir toutes les actions menées par les femmes, et surtout cette nouvelle figure, le nouveau visage des Amazones de Guinée qu'elle a rencontré ce matin. Très sincèrement, elle s'est engagée d'apporter son soutien, comme elle est en train de faire dans d'autres domaines au niveau des femmes guinéennes. Si nous sommes avec Madame la ministre, c'est pour que l'émancipation continue à aller de l'avant. Beaucoup ont passé. Elle aussi aujourd'hui, elle est là, elle nous a reçus, elle a bien parlé, elle dit qu'elle va nous épauler, nous allons aussi l'épauler. C'est sur une note de satisfaction partagée que la rencontre a pris fin dans les locaux du département de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Politique, le COSAC entendait collectif pour le soutien aux actions du gouvernement. Ce nouveau collectif regorge en son sein 30 mouvements de soutien au RPG Arc-en-Ciel. Son but est de réunir tous les mouvements en un seul panel afin de communiquer sur les actions du gouvernement. Tcherno Maroufba. L'association des jeunes leaders de la ville et celle des cadres, le collectif pour le soutien aux actions du gouvernement COSAC compte désormais 30 mouvements de soutien. La trentaine de mouvements compte renforcer davantage la sensibilisation des citoyens autour des œuvres du gouvernement qui concourent au développement du pays. Notre objectif final, c'est de fédérer le maximum de mouvements possibles pour que les jeunes cessent d'aller en rang dispersé et qu'on évolue d'une seule voie, parce que si c'est vrai que nous poursuivons tous le même objectif, pourquoi créer 1000 mouvements autour de trucs? Ça peut exister, mais ça doit être fédéré pour être coordonné et que les gens agissent en harmonie dans la même direction. Les autorités saluent les actions du collectif en faveur de la paix et de l'unité nationale. Truc est bénéfique, pas seulement pour le président de la République, pour l'ensemble des fils du pays, parce que leur programme, c'est donner une vision claire sur l'état actuel de la Guinée, afin que tous les Guinéens puissent prendre une bonne orientation pour le meilleur développement de ce pays en faveur des fils de ce pays. Le collectif compte organiser et fédérer les différents mouvements de l'intérieur du pays autour des idéaux du changement et de paix du chef de l'État.
Éducation avant de nous quitter, remise de diplômes aux étudiants de l'Institut de formation Alvalco. Ils sont au nombre de 27 à se spécialiser en banque assurance, transport logistique et comptabilité. Sortis de la 4e promotion de l'Institut Alvalco, ces étudiants diplômés ont les qualités requises pour affronter le marché de l'emploi. Fatoumata Koroma. C'est ici, dans la salle de réception de l'hôtel Mariador Palace, qu'a eu lieu la cérémonie de remise de diplôme de la 4e promotion de l'Institut de formation Alvago. Après 9 mois d'études théoriques et 1 mois de stage pratique, un sentiment de satisfaction et de fierté se lit sur le visage des étudiants. Formés en banque et assurance, transport logistique et en comptabilité contrôle de gestion, ils se disent prêts à affronter le marché de l'emploi. De par l'expérience des formateurs, je crois qu'il y a bon nombre de nos amis qui ont déjà eu du boulot sur le marché. La 4e promotion de l'Institut de formation Alvago porte le nom de Nyanga Komata Gomu, 2e vice-président de la BCRG, parrain de la cérémonie. Nous avons eu 27 récipiendaires et nous pensons que l'année prochaine on fera mieux et davantage. C'est en 2010 que l'Institut de formation Alvago fut créé. Pour accéder au programme, les étudiants doivent avoir le niveau Bac plus 3 et passer le test. Ainsi prend fin cette édition de nos informations. Merci d'avoir été des nôtres et passé de bons moments en compagnie des programmes de la télévision nationale. Bonsoir à tous.